Bienvenue à Honnêtement vrai. Si tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle, de devoir bien paraître, mais aujourd'hui, tu as juste envie d'être honnêtement vrai. Ici, on met en lumière ce qu'on cache derrière l'image qu'on projette. On expose les illusions qui nous éloignent de nous-mêmes pour mieux se comprendre, reprendre notre pouvoir et revenir à ce qui est vrai pour nous. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Il y a quelque chose que j'ai réalisé récemment, c'était vraiment spécial de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre, dans une interaction comme une chicane, comment dire, que ça t'impacte moins, puis que tu pouvais ressentir de la compassion. C'était spécial de le voir d'une façon plus consciente. Je voulais vous en parler aujourd'hui à l'émission. Bienvenue à Honnêtement vrai, 2e saison. C'est la 2e saison qui commence dès aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de revenir derrière le micro, vous jaser ça. C'est ça, j'avais hâte de vous retrouver. Et pour commencer la saison, j'avais vraiment envie de parler d'empathie. Parce que l'empathie, ça peut être un super pouvoir. Comme je disais, c'est la façon d'en être plus conscient de ce pouvoir-là, d'être empathique. Je ne suis pas thérapeute. Je parle simplement de mon expérience, de ce que j'ai appris. Moi, je fais juste vous partager ça parce que je trouve ça important de le rappeler, mais aussi de peut-être vous faire réaliser à certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont empathiques, mais aussi on appelle ça des empathes. Je vais en parler un peu plus tard. Mais je sais pas, j'ai eu l'idée, ça c'était quand ça? C'était début de l'année, 1er janvier. Ah oui, ça c'est drôle. Je brûle la veille pour le 31 décembre, je fais mon rituel du feu, je brûle ma lettre de rage, dans le feu. Là, le lendemain matin, 1er janvier, je me lève, je me sens légère, peut-être effet placebo, genre, mais c'était vraiment, j'avais l'impression que j'avais tout dopé ma rage dans le feu. Je me sentais mieux pour la nouvelle année. Et là, les idées venaient, là, ça me popait. Là. Puis pourtant, j'avais bu la veille. Là. Mais quand même, j'étais comme, ah oui, telle idée. Ah oui, ce serait une bonne idée pour le podcast, un épisode solo. Ça vient de là, du 1er janvier, l'idée de, c'est vrai, l'empathie, c'est un super pouvoir. Puis ça s'est comme révélé encore plus important. En fait, ça m'a frappé plus fort après de dire, oui, c'est tellement vrai. Quand tu le vois de cette façon-là. Fait que je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais arrêter de tourner autour du pot. Pendant des années, j'étais en mode pas mal je te dirais, survie. Puis quand tu es en mode survie, si tu es quelqu'un comme moi, tu ressens beaucoup. Tu ne... Je sais pas comment dire. Tu es sur le pilote automatique, fait que tu réalises pas le pouvoir que tu as. Tu réalises pas cette capacité-là. Fait que tu captes, tu absorbes, tu adaptes, tu subis. Mais quand j'ai sorti de ce mode-là, j'ai compris que je pouvais utiliser ma capacité autrement. Puis aussi, quand on est en mode compréhension, d'essayer de comprendre l'autre, il y a une limite à mettre. Parce que là, on va parler d'empathie. Vous allez comprendre que si tu absorbes et tout, ça arrive. Mais si tu ne mets pas de limite, c'est là que ça a un impact négatif sur ta vie. Je vais en parler vaguement, parce qu'il faut que je fasse attention, parce que c'est un membre de ma famille. C'est ma sœur. Puis j'ai eu une chicane avec elle. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails par respect, puis aussi, c'est ça, là, on va garder des choses personnelles. Mais il y a eu une chicane avec ma sœur au début de l'année. Puis je vais l'expliquer pour vous donner comme un exemple. C'est ça plus facile à comprendre. Bon, là, ma sœur... comment je pourrais dire ça? Je vais essayer de voir s'il faut que je veux pas non plus... Elle m'a reproché, dans le fond, de ne pas faire la vaisselle. Mais j'avais mon fils à gérer. Je suis maman solo. Fait que quand je vais au chalet familial avec la famille, j'ai quand même je veux dire, il faut que je m'occupe de mon fils. J'ai la routine à respecter. Ça prend beaucoup de temps. Je peux pas tout faire en même temps. Ceux qui sont mamans, ils le savent. Là. Fait que là, on arrive l'heure du souper. Après l'heure du souper, mon fils se lève. Il était comme 10 heures. Il n'a pas toffé. Il a décidé de se lever. Il pleure. Je m'en vais le chercher, je le berce. Et là, ma soeur, ça
ça la frustre que j'ai... Elle a fait tout le souper, tout le monde a contribué. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de faire sa routine. Puis là, quand on arrive, si c'est moi qui est supposée de faire la vaisselle, ben je suis pas disponible. Je berce mon fils et là, elle commence à... Ça la dérange, fait qu'elle m'attaque. Je vais juste dire ça. Fait que elle m'attaque. Fait que là, moi, je me sens attaquée, mais je sens que je me sens invisible. Je me sens comme... Elle reconnaît pas tout ce que je fais. Elle voit tout ce qui est visible, les tâches, la charge visible, ça, elle voit. Mais la charge invisible, être maman, c'en est un. Tout ce que je fais à la maison, tout ce que je fais quand elle n'est pas là, elle ne voit pas tout ça. Fait que là, je me sens vraiment, vraiment incompris, invalidée. Puis là, ça bouillonne en moi et c'est comme si elle m'attaque, ça me trigger. Puis là, j'ai envie de me défendre. Je veux me défendre. Mais l'affaire avec ça, c'est que je suis en mode réaction. Fait que je vais réagir à ça. Puis là, c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. Après, la poussière redescend. Le lendemain, je repars en auto vers la Rive-Sud, parce que là, je suis dans les cantons, je repars sur la Rive-Sud. Puis là, j'écoute le livre audio Self-Help, le livre de Gabby Bernstein, qui est sur le Internal Family Systems. Elle faisait comme une méditation, fait que là, j'ai pu me calmer, j'ai pu m'ancrer, rentrer dans mon corps. C'est pas dans ma tête, aller dans mon corps. Puis là, en faisant la méditation, c'est comme si je pouvais accéder à la partie blessée de moi. Fait que je me suis transportée à la place... Fait que là, j'étais allée voir ma blessure, qu'est-ce que ça avait trigger. Puis là, tout en étant calme, bien sûr. Et là, je me suis transportée dans le point de vue de ma sœur. Fait que là, je suis comme, allée dans ma sœur. Et là, j'ai regardé la scène, mais de son point de vue. Là, j'ai comme vu sa blessure, j'ai compris sa réaction, pourquoi, d'où son attaque venait. Puis, à la place de sentir de la colère sur le moment, j'ai comme senti de la compassion parce que je la voyais autrement. C'est en retournant dans ton corps, en allant chercher la partie blessée de toi-même, que tu es capable de, je sais pas comment dire, de switcher, pas plus être dans l'émotion, la colère, en mode défensif. Puis là, tu t'en vas voir l'autre personne, mais c'est très important aussi de revenir à soi après. Puis, tu sais, d'être curieux, d'aller voir ce qui était activé pour toi, mais ce qui était activé à l'autre aussi. Puis après ça, quand tu reviens, c'est comme si tu avais vu ça d'un autre œil, tu as créé comme un espace entre les deux. Puis là, tu as pu mieux comprendre d'où ça venait pour l'autre personne, ce qui fait en sorte que c'est ça, comme je te dis, ça a shifté ta perception, tu as plus de compassion, tu peux habiter sa réalité, mais tu quittes pas la tienne. Quand je dis c'est comme il faut que tu reviennes à toi, faut pas que tu tombes dans tu t'excuses, tu pardonnes. C'est vraiment plus je veux comprendre, j'ai de la compassion, mais quand même, je mets une limite et je fais un certain recul, un espace entre cette personne-là et moi. Faut pas que tu t'oublies là-dedans. Là. Et quand ça arrive comme ça, que tu vois les choses différemment, c'est là qu'on dirait que la réaction, qui était la colère, elle descend. C'est beaucoup plus... En fait, ça a c'est comme si la personne, tout d'un coup, elle avait un moins grand impact sur toi. Fait que tu te sens un peu plus libre. Tu te sens aussi plus en pouvoir. Tu reprends possession. Tu as plus de contrôle de tes émotions. Tu es plus en possession de toi-même plutôt que de donner ton pouvoir à l'autre, d'être en mode réaction, puis d'attaquer, puis de carrément perdre le contrôle sur tes émotions. Puis c'est pas parce que son point de vue aussi n'était pas valide que je dis que tu t'excuses pas, tout ça. C'est juste parce que il faut quand même que tu vois la part des choses de chaque bord. C'est quand même une relation. On voit, ça prend tout le temps, dans tout ce qui est relationnel, ça prend deux personnes to tango. Là. C'est une danse. Fait que c'est pas juste, c'est son problème, c'est elle le problème. C'est plus, tu es capable de faire la part des choses. Puis, quand tu fais ça aussi, tu n'as plus autant besoin de te protéger. Quand quelqu'un t'attaque, là, tu as l'émotion défensive, mais là, quand tu regardes différemment, quand tu te mets dans la place de l'autre, bien là, tu es capable d'être moins en mode protection. À partir de ce moment-là, ça crée un espace entre réaction et le choix que tu fais à partir de maintenant. C'est sûr que quand il y a une chicane qui arrive ou quelqu'un qui te trigger,
Puis là, la partie de toi qui est blessée est réactivée, puis là, elle veut juste comme se défendre, attaquer. C'est difficile de ne pas réagir. C'est sûr. C'est sûr qu'il va toujours avoir un moment, un élan où ce que tu vas essayer de je pense que c'est un très grand travail à faire. Quand tu sens que quelqu'un vient justement réactiver cette partie-là, tu ne veux pas nécessairement être en mode réaction, mais des fois, tu vas l'être, puis tu vas t'en rendre compte, tu vas faire « maudite merde, comment ça j'ai réagi? Pourquoi ça m'a trigger? Pourquoi? » C'est sûr, il ne faut pas que tu te culpabilises avec ça. C'est sûr que ça l'arrive. Tu sais, même moi, combien de fois ma psy, elle m'a dit « quand ça t'arrive, quelqu'un fait ça, puis là, ça a attaqué la partie abus de toi, bien là, essaie de ne pas pas réagir, de ne pas être en réaction. » Combien de fois, tu sais, après coup, quand j'ai réagi, je suis comme maudite marde, j'ai réagi. C'est vraiment, vraiment un très grand travail à faire sur soi parce qu'il faut en être conscient, mais être conscient, c'est comme le premier pas. C'est pas je suis conscient puis tout va changer. C'est vraiment je suis conscient puis je travaille vraiment activement à chaque fois. You have to do the work, là, faire le travail de quand ça arrive, de faire « Oh, c'est vrai! » Puis là, OK, je vais essayer de voir où est-ce que ça vient me chercher, je vais descendre dans mon corps. Fait que c'est vraiment un gros travail à faire. Fait que je dis pas ça en étant comme « Ouais, moi, je l'ai fait, je suis au-dessus de ça, puis maintenant, essayez ça à la maison. » Là, c'est pas... Si je le fais continuellement, il faut toujours se le rappeler. Je me le rappelle. Ça arrive des fois qu'on l'échappe. Mais après ça, si on prend un moment, puis on fait une petite introspection où on va voir où est-ce que ça nous a activé, puis comment l'autre a pu se sentir, bien là, je pense que c'est une façon un peu plus mature puis un peu plus évoluée de comprendre la situation. Puis aussi, quand tu es empathique, bien, ça permet de renforcer la connexion avec les autres, la connexion puis nos relations. Fait que c'est un bel outil à commencer à potentiellement maîtriser. Puis l'empathie, c'est un muscle. Hein. Faut que tu le travailles. Tu sais, c'est pas quelque chose que... Ben, je sais pas si c'est quelque chose que tu nais avec, mais non, en fait, je pense que c'est quelque chose que tu apprends puis que tu apprends à maîtriser, à le muscler, dans le fond. Il va tomber dans c'est quoi vraiment l'empathie? Bien, l'empathie, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est la capacité de te mettre à la place de l'autre. En psychologie, on parle souvent de 2 dimensions. On parle de comprendre mentalement de ce que l'autre ressent, l'empathie cognitive, et ressentir émotionnellement avec la personne, l'empathie émotionnelle. Tu peux avoir un des deux, mais c'est sûr que quand tu as les deux, tu peux encore plus raisonner avec l'autre personne. Je vais en parler des narcissiques, mais les narcissiques, souvent, ils vont avoir l'empathie cognitive. Ils vont comprendre mentalement ce que l'autre ressent, mais ressentir émotionnellement avec toi, ça, non. Un narcissique a très peu ou pas d'empathie. L'empathie, c'est ça, ça permet d'avoir des relations plus profondes, une meilleure communication, moins de conflits, plus de coopération. Mais le manque d'empathie, ça se ressent aussi. Quand tu sens... Si tu es quelqu'un qui essaye un peu plus de te sentir aux énergies ou comment tu te sens face à certaines personnes, tu pourrais le découvrir. Si quelqu'un manque un peu d'empathie, ça serait si tu te sens beaucoup plus invisible, si tu ne te sens pas entendu, si la personne minimise ce que tu vis, si la personne externalise la faute puis dit c'est tout le temps toi, si la personne a de la difficulté à connaître l'impact de ses gestes. Les narcissiques, on observe souvent ça. Hein? C'est tout le temps la faute de l'autre, on inverse le blâme. Je vais faire une petite parenthèse. La personne qui est narcissique, comment on fait pour savoir si on est narcissique? Puis ça, je vais en reparler dans un autre épisode plus tard. On le sait quand... Mettons, c'est relié avec la culpabilité. Si tu te poses la question, suis-je narcissique? Premièrement, déjà poser la question, ça va bien parce que tu fais déjà une introspection, tu te poses la question, tu es plus self-aware. Mais si tu fais de quoi à quelqu'un, une action, puis tu ne te sens pas coupable, quelqu'un te le reproche, puis tu te sens pas coupable, tu ressens aucun remords, rien, ben là, tu serais probablement narcissique. Parce que il faut se mettre dans la peau de l'autre. Je t'ai fait de quoi, puis ça te fait du mal, puis si je suis comme,
non, c'est de ta faute, non, 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 je vois pas, j'ai rien compris, je m'en fous, tu parles avec un mur, puis tu sens aucun remords, rien, là. On peut dire que tu n'as pas vraiment d'empathie. Ils peuvent comprendre, intellectuellement, mentalement, comprendre ce que tu ressens, mais ils ne vont pas le ressentir. Fait que c'est ça les touche pas autant. Fait que c'est ça, tu te sens vraiment, vraiment invisible, invalidé. C'est super intéressant, on va en parler plus parce que être en relation avec un narcissique ou une narcissique, parce que oui, il peut y avoir des filles, des femmes qui sont narcissiques, ça peut changer complètement la dynamique. Puis c'est là que tu entretiens beaucoup plus de conflits parce qu'il y a une personne qui n'a pas d'empathie, l'autre en a. Puis là, ben, c'est ça, toi, ça te draine, puis là, l'autre va jamais te comprendre. Fait que c'est ça, c'est vraiment un cycle toxique. L'empathie, c'est pas non plus d'être gentil, c'est d'être capable de reconnaître, c'est ça, l'impact qu'on a sur l'autre. L'empathie versus la sensibilité. Être sensible, c'est ressentir très, très, très fort, plus profondément que la moyenne des gens. Être empathique, c'est de comprendre et de ressentir l'autre. Tu peux être hypersensible sans être empathique et vice-versa, mais tu peux aussi être les deux. Je vais en parler d'hypersensibilité dans un autre épisode, mais c'est vraiment plus inné, l'hypersensibilité, tandis que l'empathie, ça peut être développé. Tu sais, mettons, quand c'est un enfant, tu peux lui montrer. Faut vraiment que tu développes ce muscle-là avec l'empathie avec l'enfant parce que plus tard, ça ne fait pas des narcissiques. Puis c'est ça qu'on veut. On veut éviter de faire des narcissiques ou des gens qui sont dysfonctionnels, désorganisés, évitants. Ce que l'empathie n'est pas, c'est pas... Quand tu ressens de l'empathie ou tu es un empathe, tu ne absorbes pas non plus les émotions des autres. T'oublier, excuser des comportements blessants, prendre ça sur toi. Rester pour ne pas abandonner, exemple, dans une relation, tu vas rester, être gentil à tes dépens. C'est comme vraiment ne pas avoir de limites. Tout le monde passe par-dessus, toi, tes limites. Et, c'est rendu que tu t'appropries les émotions des autres. Comprendre, c'est pas non plus rester dans une relation. Comprendre, c'est pas de s'oublier, de s'abandonner. C'est ça, il faut que le but ultime, quand tu es plus empathique ou quand tu es un empathe, c'est vraiment d'apprendre à mettre ses limites. Puis de savoir utiliser l'empathie à ton avantage. Mais pas de façon machiavélique ou méchamment, là. Tu sais, c'est comme je sais qu'il y a un terme pour ça, le dark empath, là, mais c'est pas de commencer à stratégiquement utiliser l'empathie contre les autres. Ça, par exemple, les narcissiques pourraient faire ça, mais c'est un autre niveau parce que les narcissiques, c'est ça, ils manipulent plus. Mais bref, le pouvoir caché, l'empathie consciente, quand j'en parlais tantôt au début de l'épisode, d'être plus consciente de l'empathie, de cette capacité-là, c'est vraiment de te sortir du mode réaction, de t'empêcher de personnaliser ça, d'aider à voir les dynamiques beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, puis ça te redonne par la suite du pouvoir. Quand tu comprends ce qui est activé chez l'autre, tu comprends le contrôle sur ce qui t'atteint. Ça change tout parce que dans les conflits, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, en coparentalité, tu es capable de mettre cette limite-là puis de reprendre le contrôle, sur tes émotions, mais sur la situation. Le piège, l'empathie sans limite, ça peut devenir une prison ou si c'est... Souvent, on dit que c'est comme une malédiction, une bénédiction, mais c'est aussi une malédiction d'être empathe ou d'avoir beaucoup d'empathie. Le piège, c'est ça, c'est trop comprendre, trop justifier, trop porter, en gros. Puis tranquillement, tu t'effaces, d'où de commencer à se sentir invisible. Fait que, tu sais, ça peut drainer aussi beaucoup. Tu peux avoir beaucoup de fatigue émotionnelle, de confusion, t'abandonner, te perdre. L'empathie, c'est pas d'avoir non plus une dette envers quelqu'un, là. Ça te permet de voir plus clair les dynamiques, de ne pas t'attacher plus fort avec mettons, une personne. Puis le niveau d'empathie consciente,
aussi, ce n'est pas accessible à tout le monde, tout le temps. Fait que, tu sais, quand tu es en mode survie, tu ne penses pas à ça. Tu es vraiment en mode « je dois survivre », le système nerveux est en état d'alerte. Fait que tant que tu es en réaction, tout le temps comme en hypervigilance, tu ne peux pas vraiment être en empathie consciente parce que, comme je disais tantôt, de descendre dans son corps, d'être ancré, déjà là, c'est carrément l'inverse d'être tout le temps en mode alerte. C'est plus d'être posé avec soi-même puis d'être plus calme que d'être tout le temps en mode survie-réaction. C'est quoi? C'est ça, je parlais d'empathe. Fait que là, quelqu'un me dit, c'est quoi un empathe? C'est pas tout le monde qui connaît ce terme-là. Hey, moi, ça fait longtemps, là, genre, que je pense que ça fait depuis 2012. Petite histoire, petite anecdote. Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui disent, ah, si tu te dis empathe, c'est sûr que c'est un narcissique. J'avais vu ça passer ça sur Instagram, puis c'est. Attendez, là. Moi, je le sais que je le suis, mais j'en parle, mais tu sais, c'est pas quelque chose que la minute que je l'ai su, il y a au-dessus de 10 ans, je criais ça, c'est toi. C'est juste que c'est le fun de mettre un mot sur ce que t'es, de le nommer. Parce que dans le temps, je pense que c'était en 2012, j'étais avec un ex dans le temps, là, ça fait vraiment longtemps. Puis, il avait rencontré, il y avait comme un événement dans le Vieux-Longueuil, puis moi, j'habitais dans le Vieux-Longueuil dans ce temps-là, puis il m'a dit, hey, il y a un natural energy healer qu'il avait rencontré, puis il sentait que j'étais très, très réactive, très émotionnelle. J'étais comme une tornade d'émotions. J'en parlais dans mon premier épisode du fait que je ressentais beaucoup, puis à l'intérieur de moi, c'était comme un tsunami d'émotions. Puis des fois, je ne savais pas pourquoi je ressentais comme ça. C'était intense. Puis il était comme, faut que tu ailles voir cette femme-là. Fait que là, je suis allée la voir, puis elle m'a regardée. Ça fait longtemps, là, tu sais, je veux dire, je sais pas si j'étais comme couchée ou assise, je ne me rappelle plus, mais elle m'observait, elle regardait autour de moi, elle regardait mon aura et tout. Puis là, elle me dit, t'es un empathe. Puis là, je fais, OK. C'est quoi ça? J'avais aucune espèce d'idée. J'avais comme quoi, 22, 23. Tu sais, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Dans le fond, il n'y a pas de test scientifique, mais tu peux aller voir sur Internet puis voir si tu coches la plupart des cases. Mais c'est vraiment plus c'est pas un diagnostic officiel, mais c'est un profil. Mais tu sais, elle avait senti dans mon énergie. Puis ça s'est comme quand même reconfirmé dans une de mes cérémonies ayahuasca l'été passé, mais d'être un empathe. Fait que là, moi, après ça, je suis allée m'informer, puis j'étais comme, mais c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. C'est que tu absorbes les émotions des autres. Fait que tu prends souvent sur toi l'anxiété, la tristesse, le stress des autres, au point que c'est comme si c'était tes émotions. Fait que tu rentres à quelque part, puis à un moment donné, des fois, tu ressens un shift à l'intérieur de toi, puis tu es comme, coudonc, je me sens non mais triste. Mais c'est ça. Fait que tu absorbes les émotions des autres. Tu es très sensible. Tu peux être facilement envahi par le bruit, les odeurs, les environnements chaotiques. Comme moi, je suis vraiment quelqu'un qui est facilement envahi. Tout le temps overwhelmed. Je rentre dans un magasin, mettons, là, je rentre chez Winner, je ne suis pas capable. il y en a trop. Il y a trop de vêtements, c'est trop mélangé, c'est pas... Moi, je suis comme, je capote, je suis comme, oh my God, c'est comme, c'est vraiment trop envahissant. Je vais au centre d'achat, je trouve ça envahissant. Je n'étais pas capable de travailler chez Sears, parce que quand j'étais jeune, à 16 ans, je travaillais chez Sears. J'avais fait un stage quand j'ai travaillé, quand j'ai étudié en commercialisation de la mode. J'ai fait un stage au Labé, downtown, au centre-ville de Montréal. Puis, je me rappelle, les lumières, c'était trop, là. C'était bright. Moi, ça m'affectait ma fatigue. J'étais tout le temps drainée, puis j'étais juste comme, hey, je peux pas travailler ici, moi, là, parce que la lumière m'affecte. C'est ça, fait que, tu sais, c'est comme toutes des affaires qui est plus dans ton environnement qui peut vraiment, vraiment t'affecter. Moi, c'est en grand groupe, ça aussi, j'ai de la misère. Les foules t'épuisent. Moi, aller à Oshéaga, j'aime ça. J'aime ça aller dans les festivals. J'aime ça aller dans les grandes foules, mais honnêtement, c'est vraiment difficile. Parce que c'est trop. C'est too much. Ça me draine énormément. Puis quand j'étais plus jeune, je
je travaillais des 12 heures de temps. Là, mettons, j'allais travailler à Osheaga comme un brand ambassador, puis c'était des longues journées, puis je sentais que ça me drainait. Là. J'avais besoin d'énergie puis de pick me up pour me toffer tout le long parce qu'honnêtement, là, j'arrivais chez nous puis j'étais genre drainée. Fait que ouais, ça se peut aussi les foules t'épuisent, trop de monde. J'évite les foules, j'aime vraiment pas ça. Comme j'aime pas aller au centre d'achat, c'est ça. Au centre d'achat tout court, mais au centre d'achat à Noël, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, moi non plus, j'aime pas ça », mais si on s'entend, c'est vraiment comme les foules, le bruit, les lumières, c'est ça, les sons. Si j'entends, comme là, chez nous, en ce moment, il y a comme 2 sites de construction, je suis entre 2 sites de construction, puis le son m'agresse. Je suis comme, puis ça, je pense vraiment à vendre parce que le son m'agresse. Mais je sais que c'est temporaire. Mais si je suis comme, je suis pas capable, je suis envahie, puis je travaille de chez nous, tu sais, c'est la pire affaire. Là. Fait que c'est ça. Tu es aussi quelqu'un de très, un auditeur, une auditrice très intuitive. Les gens viennent souvent vers toi pour te confier, demander conseil. Tu captes les subtilités, les chiffres d'énergie, quand quelque chose cloche, quand quelqu'un peut être malhonnête. Tu sais, des fois, tu sens les vibes off des gens. Mais tu sais, c'est ça c'est lié quand même beaucoup avec d'être intuitive. Des fois, moi, ça arrivait de rencontrer quelqu'un, dont les amis d'un certain ex. J'avais rencontré un de ces groupes d'amis. Puis à chaque fois, j'étais comme, je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de off. J'étais comme, c'est pas, j'aimais pas ses amis. Je vais le dire, l'honnêteté, là. J'aimais pas ses amis parce que ce qui dégageait, j'étais capable de pinpoint, sans nécessairement le nommer, sans nécessairement comprendre à ce moment-là, mais j'étais capable de me sentir comme, je sentais les subtilités dans leur énergie, la vibe qu'ils me donnaient. Puis je pense clairement, aujourd'hui, je peux comprendre mieux pourquoi. Oui, c'était des gens qui me faisaient sentir pas bien ou je pouvais peut-être sentir leur côté plus, peut-être plus centré sur l'image, narcissique. Je me sentais beaucoup plus insécure en leur présence. Pourtant, il n'y avait rien, là. C'était vraiment ce qui dégageait, ça avait cet impact-là. Puis j'étais capable de sentir que, pas que c'était des mauvaises personnes, mais j'étais juste ces gens-là, quelque chose de off. Puis j'arrêtais pas de dire, j'étais comme, je sais pas, il y a de quoi, je sais pas. Mais c'est comme tu ressens quelque chose. Ou, mettons, un moment donné, c'est ça, l'eau peut donner des fois des messages. J'étais avec un ex, puis on avait une chicane, puis j'étais sous la douche. J'ai eu un message, il dit, il s'en va à l'île Sonic. De même. Genre, j'ai eu le message. Je suis allée le voir, puis j'ai dit, j'ai dit, tu t'en vas? Il dit, oui. J'ai dit, tu t'en vas à l'île Sonic? Il m'a regardé, il était tellement mal à l'aise, gêné. T'es comme, de quoi tu parles? Non, 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 non. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des fois, tu ressens des affaires. Des fois, tu comprends pas tout à fait sur le moment, mais tu es capable de sentir les subtilités. Tu as besoin de beaucoup de solitude. Genre beaucoup. Pour récupérer après, quand tu es drainé après une longue journée. Quand je parle avec du monde, beaucoup, beaucoup de monde, faut absolument, le lendemain, là, idéalement, il ne faudrait pas que je vois du monde. Il faudrait que je m'enferme chez nous puis je recharge mes batteries. Je suis en garde partagée. Fait que 50% du temps, j'ai mon enfant. 50% du temps, je ne l'ai pas. Puis honnêtement, ça m'aide beaucoup les journées que je ne l'ai pas parce que je suis capable de recharger mes batteries entre. Fait que c'est même mon enfant. Mais je sais que tout le monde va dire « Ouais, mais nos enfants nous drainent anyway. » Mais ouais, c'est ça, c'est juste d'être avec du monde ou d'avoir beaucoup de choses, d'avoir, tu sais, des gens qui ont des horaires chargés. Moi, je peux le faire quelques jours, mais après ça, j'ai besoin de plusieurs journées pour recharger. Si je vais un week-end au chalet avec ma famille, il faut que j'aille des journées après de solitude, d'être seule parce que c'est trop, là. Je pourrais pas continuer pendant une semaine après à avoir du monde. Fait que c'est ça, tu as besoin vraiment beaucoup de te recentrer, de recharger ton énergie. Tu es facilement submergé. Tu peux souvent se sentir brûlé, vidé, émotionnellement épuisé. Tu sais, juste avant d'enregistrer tantôt, pour être 100% honnête, je parlais avec Walid. Salut Walid! Puis, puis j'ai demandé, je l'ai regardé, puis j'ai dit,
Ouais, je pense que je suis comme, je sais pas trop ce que j'ai dit, mais j'étais comme, par rapport à mon énergie, j'étais comme, je pense que je vais conserver mon énergie parce que juste y parler, c'était comme, pas qu'il est drainant, là, il est pas pantoute drainant, c'est juste le fait que faut que vraiment tu protèges vraiment ton énergie parce que facilement, tu peux être drainé, mais aussi, j'ai l'impression que j'ai pas tant d'énergie. C'est spécial, hein? Mais je pense que j'ai de l'énergie, c'est juste qu'elle se draine facilement. Je suis comme pas une bonne compagnie de batterie. Je suis comme, je suis comme la compagnie no-name d'une batterie Duracell. C'est ça, tu ressens les choses très profondément, les émotions, les tiennes comme celles des autres, mais tout le temps de façon intensément. Tu es souvent aussi dans le rôle du sauveur ou du réparateur. Tu vas avoir une impulsion à vouloir aider, soulager, réparer la douleur des autres ou ce que les autres vivent. Des fois, ça m'arrive souvent, quelqu'un va venir puis va me parler de quoi ou puis ça va me chicoter après. Par après, je vais vraiment être beaucoup dans ma tête puis me dire oh, mais là, comment je pourrais dire ça, je préfère ça. C'est comme il y a comme une partie de moi qui a vraiment envie d'aider. Ouais, ça, je le ressens aussi. Tu te sens différente. Tu as parfois l'impression de ne pas fitter, d'être trop sensible ou être à part des autres. Ça, c'est un sentiment que, personnellement, j'ai senti toute ma vie, là, depuis que je suis jeune. Je me suis toujours sentie à part. Je me suis toujours sentie comme un outcast. Le mouton noir de ma famille. C'est sûr qu'il y a du monde qui m'écoute en ce moment et qui disent « Oh my God, moi aussi, je suis sûre. » Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, des empathes, des hypersensibles. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Je comprends pas. Bien, en fait, tu es ici parce que tu as une mission, mais c'est ça, de se sentir vraiment, vraiment différent des autres, de pas belong, de pas, ouais, d'appartenir ou de... Puis en grandissant, c'est là que tu commences à te rendre compte que les gens qui t'entourent, c'est peut-être pas... Bien, ça peut être ta famille, ça peut être la famille que tu choisis, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, tu rencontres des gens qui vont probablement faire partie de ta tribe. Puis ta tribe, c'est des gens qui te ressemblent. Tu fais partie d'un club, je pourrais dire ça. Puis on est comme le club de gens qui entre nous, on se comprend. Puis on est comme, ah, toi aussi. Ah, t'es comme ça, toi aussi. Ah, moi aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun de rencontrer des gens qui sont... En tout cas, si vous êtes comme ça, hey, faites-moi un coucou, là, en DM ou genre sur Instagram ou... Moi, je veux rencontrer plus de monde comme ça, qui sont comme plus comme moi, mais comme qui ont cette capacité-là parce que j'ai l'impression qu'on peut mieux communiquer, mieux connecter, puis avoir de belles relations. Le dernier, et non le moindre, tu te sens profondément connecté à la nature ou aux animaux. Oh! Vraiment. La présence t'apaise, ça te ressent, ça te fait du bien émotionnellement. Je me suis toujours considérée plus comme un empathe des animaux. Vraiment une très grande empathie pour les animaux. Quand je suis devenue végétarienne, puis je suis plus végétarienne, je suis pescétarienne, mais quand je suis devenue végétarienne, c'était pas la première motivation, c'était pas ça. Mais quand je suis tombée sur à regarder les abattoirs, puis d'apprendre tout ça, puis juste de ressentir l'innocence des animaux, comment, de faire attention à eux autres, les gens qui abusent des animaux, ça venait me chercher, puis ça me fendait le cœur, ça me twistait, tordait le cœur, c'était dégueulasse. Puis je voyais ça, les abattoirs, puis je disais, ah non, moi, je peux plus. Puis même encore aujourd'hui, je peux pas manger de porc, je peux pas manger de poulet. J'aimerais vraiment ça, manger du poulet ou de la dinde, genre avoir plus de protéines, du bœuf. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je regarde mon assiette, puis genre, je ressens trop la souffrance des animaux, puis je suis juste comme, je suis pas capable. Je veux avoir plus de protéines, mais je suis pas capable. Je mange du poisson. Je sais que quelqu'un va dire, ah, mais voyons, le poisson aussi, ça ressent les émotions. Je suis comme un moment donné. Ma mère est gaspésienne. J'ai grandi avec les poissons et fruits de mer. J'écoute, j'ai eu de la misère. J'ai coupé le poisson à un moment donné. Je sais que la pieuvre est intelligente, puis j'adore la pieuvre, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, il faut que tu choisisses tes batailles. J'aime beaucoup le goût du poisson, mais c'est ça, je pense que je me sens coupable, mais en même temps, sachez que c'est ça, il y a vraiment, j'ai toujours senti une vraie connexion avec les animaux.
même si je suis pescétarienne pour l'instant. Reste que c'est ça. La raison pourquoi je ne retourne pas vers manger de tout, c'est vraiment ça c'est ce que je ressens pour les animaux. Puis, ce que je voulais dire? Ah oui, quand je suis revenue d'Ayahuasca, c'est ça, l'été passé. Parce que oui, saison 2, je ne laisserai pas tomber ce mot. C'est ça, quand je suis revenue, j'ai vraiment senti une connexion encore plus profonde avec la nature. Comme là, quand mon père a acheté le chalet, j'ai fait... En fait, j'ai essayé de manifester ça, puis je te dirais que j'ai peut-être probablement... En fait, j'y crois que j'ai manifesté le chalet. Mais j'ai même écrit dans ma lettre à l'univers, j'ai demandé que je voulais vraiment me rapprocher de la nature. C'était pas pour mon fils, moi, j'irais habiter dans les cantons, là. J'irais habiter vraiment dans la nature. Peut-être à Ange Gardien, parce que j'aime le nom de la ville. Mais j'aimerais vraiment, vraiment ça, habiter. Moi, si j'achète de quoi, une maison, je veux vraiment être proche de la nature. C'est vraiment important. Même où ce que je suis, c'est comme semi-nature. Fait que ça me fait vraiment du bien, la tranquillité. Mais surtout le chalet, là, c'est fou comment ça fait un immense bien. Puis juste, oh mon Dieu, il faut que j'en parle de ça. Cette semaine, puis ça vient juste d'arriver, là, cette semaine, c'est ça. Je disais, il y avait un site de construction. Je vous update sur ma vie perso, là. Ça donne de même, là, mais c'est ça. Il y avait un terrain vacant à côté de où est-ce que j'habite. Puis, ils ont commencé la construction d'un building à condo. Puis, cette semaine, j'ai réalisé. Je me suis levée le matin, puis j'ai fait... Je sais pas pourquoi, j'ai genre fait le saule pleureur. J'ai fait, ah oui, le gros arbre au bout de la rue. Tu sais, sur le terrain. Puis là, je fais comme, oh non, ils l'ont-tu coupé? Là, je regarde de loin, je suis comme, mais semble, je le vois pas de chez nous, mais je suis comme, mais semble, je pense qu'ils l'ont coupé. J'ai comme ressenti ça. Je suis partie apporter mon fils à la garderie, je regarde par dehors de la fenêtre de mon char et je vois qu'ils ont coupé le sol pleureur. Le gros arbre, là, qui était magnifique, là. Il était grand, il était imposant, il avait tellement une belle allure. C'est comme, on dirait, là, il marquait le paysage quand t'arrivais sur la rue. Puis là, j'étais comme une tristesse, là, une déception. Là, tout d'un coup, j'étais comme les tabarnak. Puis là, genre, j'étais comme, je les haïs, genre, cette gang-là qui est... Mais tu sais, j'étais comme, c'est comme une impuissance, mais en même temps, une tristesse de faire comme, hey, ils ont jeté à terre un arbre pour mettre un édifice. Puis cet arbre-là était tellement beau, là. C'est comme ça m'a fait de la peine pour l'arbre. Puis là, c'est rendu, j'ai l'impression de next step, si je vais commencer à parler aux arbres. Mais bref, quand j'habitais dans le Vieux-Longueuil aussi, je venais juste d'arriver, puis quelques mois plus tard, ils ont jeté à terre un arbre. Mais juste de voir couper l'arbre, ça me scie en deux. Mais il fallait que je fasse le jeu de mots, là. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, bref, je vais revenir à ce que je disais. Ça peut être aussi lié à une grande sensibilité, des neurones miroirs très actifs et aussi une hypervigilance développée tôt parce que ça se développe quand même tôt quand tu es jeune parce que tu es toujours en mode hypervigilance qui disent comme tu apprends à lire la pièce avant même que quelqu'un parle. Fait que d'où là que tu es capable de comprendre le shift dans les énergies, les subtilités. C'est ça. Fait que comme je disais, ça peut être une bénédiction, ça peut être une malédiction. C'est une malédiction si tu ne mets pas tes limites. D'où le pourquoi que quand j'étais très jeune, quand j'ai appris ça, clairement, j'avais aucune limite. Ça m'envahissait complètement, toutes les émotions des gens. C'était tout nouveau, puis en fait, je me comprenais pas. Fait que dès que j'avais le mot, je pouvais nommer quelque chose que je vivais, qui m'affectait. Là, on dirait que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus comme « Ah, enfin, là, je me comprends. » Puis là, c'est là que tu peux, là, tu deviens conscient, puis c'est là que tu peux au moins commencer à t'éduquer, t'informer là-dessus, puis à apprendre, c'est quoi je peux faire pour m'aider avec ça, tu sais. Fait que là, comment qu'on peut développer consciemment l'empathie? Comment qu'on la développe consciemment? C'est ralentir, respirer, observer avant de répondre, beaucoup dans l'observation. Oui, respirer parce qu'on peut plus s'ancrer dans son corps, te demander qu'est-ce qui a été activé chez l'autre. Comment cette personne-là a vécu cette scène-là, ce conflit-là, mais de son bord. Puis après ça, très important de revenir à toi pour ne pas t'oublier.
et de poser des limites. Peu importe si quelqu'un te gaslight, te manipule, etc., tiens ton bout, sois confiant de ce qui... Comment tu as vu. Et toi aussi, là, ta perception est importante. Ce n'est pas juste le point de vue de l'autre, là, c'est la tienne aussi. Puis mettre des limites, c'est ça, c'est pas de fermer son cœur, de devenir froide ou de moins aimer. Un des plus grands challenges pour un empathe, après une relation avec un narcissique, je fais juste une petite parenthèse, c'est de ne pas fermer son cœur. C'est de ne pas se fermer aux gens puis de devenir renfermé dans le sens comme personne qui accède à ton cœur puis tu te protèges puis tu mets des barrières. C'est vraiment d'apprendre à laisser encore ton cœur ouvert, mais juste d'avoir du discernement. C'est ça la différence. Là, à partir de ce moment-là, quand tu es empathe aussi, tu décides ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, jusqu'où tu t'impliques, puis quand tu t'arrêtes. Fait que c'est toi qui fais tes limites. C'est là que tu vas chercher ton pouvoir. Quand c'est toi qui décides, c'est là que ça l'arrête. Je vais m'impliquer jusqu'à ce moment-là. Ça, cette émotion-là, ne m'appartient pas. Ça m'appartient. Fait que c'est vraiment, tu as le contrôle et tu as le pouvoir là-dessus. Puis souvent, on pense qu'en fait, on subit, on n'est pas conscient qu'on peut le retourner de bord puis faire comme « Hey, je peux être en pouvoir de cette capacité-là. » Le mot de cette saison, pouvoir. Fait qu'avant de terminer, je te laisse là-dessus avec ça. Est-ce que ton empathie, toi, ça t'aide à voir clair ou est-ce que ça t'efface? Est-ce que tu es capable de mettre des limites ou tu n'as pas encore compris ou maîtrisé les limites? Parce que l'empathie, c'est ça, c'est pas là pour te faire disparaître, de comprendre les autres, mais de disparaître, c'est vraiment, c'est là pour t'aider à comprendre l'autre sans te trahir. Ça, c'est vraiment important. Bien, c'est ça, j'espère que ça t'a parlé, puis j'espère que je parle à quelqu'un à l'autre bout de la ligne qui est en pâte. Si ça fait, tu peux venir m'en jaser si jamais ça te tente. Ça me fait toujours plaisir. J'aime vraiment ça. C'est une façon aussi de connecter, tu sais, à travers l'empathie, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté jusqu'à... Je ne sais pas combien de temps ça fait. J'espère que je me suis améliorée sur mon temps. Merci, puis à la semaine prochaine!